Il est 13 heures à Bamako, même heure à Ouaga, où se tient le FESPACO. 13 heures dimanche pour vous, mesdames, messieurs. Le journal. Moussa Papa Aïdara. Moteur, ça tourne à Ouaga au plus grand rendez-vous du cinéma panafricain. Cette 29e édition a donné son premier coup de clap hier, bien qu'endeuillé par la mort du réalisateur malien Souleymane Cissé, qui devrait en présider le jury de la catégorie long métrage. Pour autant, durant une semaine, plus de 200 films seront projetés. Une forte équipe de l'ERTM est sur place. Nous serons en ligne tout à l'heure avec l'un de nos envoyés spéciaux. Ici à Bamako, pendant une semaine, les marques maliennes ont eu une grande visibilité, une visibilité accrue de leur entreprise. Elles ont été aussi mises en compétition pour désigner la meilleure marque dans différentes catégories. Les rues de la capitale ont vibré au rythme de la semaine des marques par différentes activités. Notre invitée du jour est la directrice du CEMAPI, Bokoum Fatmata Siragata Traoré, l'initiatrice de la semaine des marques sous l'égide du ministère de l'Industrie et du Commerce. Je vous amène faire un tour également sur la scène internationale. Une escale d'abord dans les bureaux de vote en Allemagne. Les électeurs aux urnes pour des législatives anticipées après une campagne mouvementée. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi est prêt à tout sauf à dialoguer avec le M23. Et puis aux États-Unis, le chef d'état-major de l'armée a été remercié par le président Donald Trump. Différents dossiers qui vous seront décortiqués par les hommes de la rédaction. Dans l'actu des sports, le Mali a empoché son ticket pour la phase finale de l'afro-basket masculin Angola 2025 et puis la phase zonale des championnats nationaux cadets d'athlétisme en filles et garçons a pris fin hier samedi. Les meilleurs temps dans les courses et les concours se donnent rendez-vous ici à Bamako le 8 mars pour la phase nationale. Et puis dans cette édition également, volontairement ou accidentellement, certaines personnes avalent des objets comme la pièce de monnaie, la noix de cola ou l'arête de poisson. Comment se fait la prise en charge de ces cas? Élément de réponse dans Focus Santé du jour en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a présidé hier au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale la réunion ministérielle de la Confédération des États du Sahel, AES. Les ministres en charge des 3 domaines prioritaires de la Confédération, à savoir diplomatie, défense et économie, se prononcent sur les travaux des experts. Le Premier ministre a salué l'engagement constant du Burkina Faso, du Mali et du Niger à faire de la Confédération un espace de paix, de sécurité et de développement, mais aussi et surtout un espace d'intégration renforcé. Suivant un extrait du discours du chef du gouvernement au micro de Mamari Koné et Aliou Touré. Je ne dévoile pas un secret en vous exprimant l'appréciation de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, de votre engagement constant à faire de notre Confédération un espace de paix, de sécurité, de développement, mais aussi et surtout un espace d'intégration renforcée des populations. Cette intégration chère à leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, et le général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger. Cette intégration chère à nos leaders concerne tant les populations de l'espace AES que les autres populations de l'Afrique de l'Ouest. La vision des pères fondateurs de l'AES met les populations au centre de nos préoccupations. En effet, guidés par les principes de fraternité, de solidarité et d'amitié, les principes de complémentarité et de coopération, socle du panafricanisme, nos chefs d'État, dans leur sagesse, ont inscrit toutes leurs démarches dans une dynamique intégrant cette orientation humaniste. Les succès, tant militaires, politiques, diplomatiques que ceux relatifs au développement de nos États et au bien-être de nos populations, sont à l'actif collectif de tous les acteurs concernés. Je reçois régulièrement les rapports et conclusions de vos rencontres et ils convergent tous pour souligner un certain nombre de constances. L'esprit de fraternité et de convivialité qui anime tous vos travaux, sans aucune exception.
L'engagement résolu pour défendre en toutes circonstances les intérêts de la Confédération AES. La détermination avec laquelle la souveraineté des États de la Confédération est préservée. Et enfin, la continuité naturelle par laquelle la cause d'un État membre de la Confédération AES devient la cause de l'ensemble de la Confédération. Comme vous le savez, les évolutions sous-régionales sont marquées par l'entame prochaine de nos discussions avec la CEDEAO. Dans ce cadre, je sais que les délibérations et conclusions pertinentes auxquelles vous parviendrez permettront à nos chefs d'État de prendre les décisions et mesures appropriées en tenant compte des principes et valeurs qui fondent notre Confédération. Faisant suite aux différentes rencontres ministérielles tenues dans les capitales de la Confédération AES, la présente réunion jettera les bases de nos interactions avec l'organisation sous-régionale. Je réitère notre volonté de maintenir une approche constructive à l'égard de nos partenaires, de tous nos partenaires, y compris particulièrement ceux dont les populations et les nôtres forment un peuple commun, le peuple de l'Afrique de l'Ouest. À l'instant, donc, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, qui s'exprimait au micro de Mamari Koné et Aliou Touré. Direction les salles obscures au Burkina Faso, ouverture hier après-midi de la 29e édition du FESPACO, Festival panafricain du cinéma de la télévision de Ouagadougou. Cinéma d'Afrique et identité culturelle est le thème choisi pour cette édition qui enregistre la participation de plus de 20 000 festivaliers venus voir environ 235 projections sur les 8 sites retenus. Nous allons retrouver l'un de nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Bemba Sibi. Bonjour Bemba. Alors quel est le programme de ce dimanche? Oui, bonjour Moussa Papa Aïdara, bonjour à tous les auditeurs de la radio nationale. Alors, l'un des actes forts de ce dimanche est bien évidemment l'ouverture officielle, il y a quelques minutes seulement, du marché international du cinéma et de l'audiovisuel MICA, un marché qui réunit les producteurs, les distributeurs. C'est avant tout un espace d'affaires, de rencontres et de découvertes pour les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel d'Afrique et de la diaspora. Il se tient sur 6 jours. Auparavant, tôt ce matin, s'est tenue la traditionnelle cérémonie de libation, un hommage aux cinéastes disparus au cours des 2 dernières années, notamment Oumounthiara Djema, Fanta Koulibaly, Soumaïla Koulibaly et surtout Souleymane Cissé, le baobab du cinéma africain qui nous a quittés il y a seulement quelques jours. Une cérémonie suivie du dévoilement de la statue de Roger Mbala sur l'allée des cinéastes. Roger Mbala, il faut le rappeler, est un réalisateur ivoirien et lauréat de l'étalon de Yenenga en 1993. Le buste du réalisateur sénégalais Paulin Soumano Vieira, l'un des pionniers du cinéma africain, a été dévoilé aussi, cette fois-ci, au siège du FESPACO. Alors, Moussa Papa Aïdara, côté film, les projections ont commencé ce dimanche. Le premier film malien sera d'ailleurs projeté ce soir. Il s'agit du long métrage documentaire de Fousséni Maïga, Fatou ou les Fous, un documentaire où les réalisateurs mettent le cinéma au service de la sauvegarde du patrimoine culturel malien, mais le cinéma au cœur de la résilience des communautés. Il faut le dire, Moussa Papa Aïdara, cette édition est peut-être celle de la renaissance du 7e art malien avec des films dans toutes les compétitions officielles, avec surtout 2 films du réalisateur Fousséni Maïga en compétition pour le prestigieux étalon du Yenenga dans la catégorie long métrage, fiction et documentaire. En plus de Fatou, il y a Sanko, le rêve de Dieu, une fiction sortie en 2023 où Fousséni Maïga invite à une réflexion sur l'épineuse question de l'héritage dans la société malienne. Dans la catégorie perspective, le réalisateur Intagris El Ansari compétit avec Rezak, un film qui examine la mémoire et l'identité touareg à travers une lettre d'un cinéaste à son fils. Le réalisateur Mandouké Diabaté, dans la catégorie FESPACO Short, présente Tilé ou le Soleil, un film qui essaie de mettre la lumière sur les questions de mœurs en abordant la question de l'homosexualité. Au niveau des séries, c'est la veuve, une fois de plus, de Fousséni Maïga qui défend les couleurs du Mali.
Mohamed Kone propose une immersion dans l'histoire de Ségou d'Ambilichi, un film d'animation en compétition pour le trophée de la catégorie. Le Mali est enfin présent dans la compétition des écoles de cinéma avec la jeune réalisatrice Ramata Maïga Ramata qui dévoile certains tares de l'administration malienne avec Madi. Madi qui est un directeur ténaillé entre son vœu de prohibité et le conformisme non éthique de la gestion. Le Mali est donc bien représenté et très attendu à cette édition en termes de trophée Moussa Papa Aïdara. Merci beaucoup Bemba Asibi pour toutes ces informations. Et je le disais à l'instant, l'ouverture c'était hier après-midi de la 29e édition du FESPACO. Et pendant une semaine, plus de 200 films seront projetés. La cérémonie d'ouverture était présidée par le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition. Notre envoyé spéciaux ou encore nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Tchemoro Konaté et Mfali Sidibé. Clap officiel donné par son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État. Le monde du cinéma dans toute sa splendeur pendant une semaine à Ouagadougou au Burkina Faso. Nous sommes de plein pied dans le FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Un top départ dans la salle de 3000 places archi-comble du Palais des Sports de Ouaga 2000. Il s'agit d'un événement biennal d'une haute portée qui mobilise cette année plus de 20 000 festivaliers. Cinéma d'Afrique et identité culturelle, c'est le thème retenu pour l'occasion. Un thème qui trouve sa pleine justification dans les prestations livrées à la faveur de cette cérémonie d'ouverture par la troupe culturelle Ganda du Tchad en sa qualité d'invité d'honneur. Prestation qui incarne à suffisance ses potentialités culturelles. Abokar Orozi Tegil, ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat. Le Tchad, en tant que pays invité d'honneur, est venu avec des œuvres qui racontent notre histoire, notre culture, nos luttes et nos espoirs. Nous sommes ici pour partager, apprendre, nous inspirer et surtout renforcer le lien indissoluble qui unissent nos nations. Cette 29e édition du FESPACO nous donne l'occasion unique de témoigner sincèrement et fièrement les multiples actions de nos chefs d'État pour la souveraineté culturelle de l'Afrique. Le choix porté sur le Tchad comme invité d'honneur de cette messe du cinéma africain est une marque d'estime et de considération à l'égard de ces pays frères qui devra une fois de plus revisiter son industrie cinématographique. Penwende Gilbert Ouedraogo, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement du Burkina Faso. Le thème de cette 29e édition, Cinéma d'Afrique et identité culturelle, nous interpelle et nous invite à une réflexion profonde sur notre identité en tant que peuple africain. Le cinéma est en effet un miroir de la société, un vecteur puissant d'appropriation de notre culture, de nos valeurs, de nos rêves et de nos luttes. Il nous permet de raconter nos histoires, de partager nos réalités, de mettre en lumière nos traditions pour mieux faire face aux grands défis de notre temps. À travers le cinéma, l'Afrique réaffirme sa singularité sociale, son authenticité culturelle et sa part d'humanité dans l'univers de la création et de l'innovation. Tout un cérémonial donc dans une symphonie parfaite pour gratifier un public passionné du 7e art qui n'en demande pas mieux. Pour cette édition 2025 du FESPACO, 235 films, toutes catégories confondues, sont soumis à l'appréciation des jurys. Le Mali, pour sa part, va briller avec 11 films, dont 2 en liste pour le prestigieux prix de l'étalon d'or du Yenenga. Mahmoud Dafé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Il y a un potentiel politique pour une nouvelle Afrique de se prendre en charge aujourd'hui. Et donc, cette souveraineté trouvée qui est chère à nos 3 présidents qui ont eu cette vision historique, je veux dire le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, le général d'armée Assimi Goïta, le président du Mali, qui est le président de la Confédération des États du Sahel, et du président, son Excellence, le président du Niger, Abdourahmane Tchani. C'est leur vision historique aujourd'hui qui nous porte, qui donne tout un espoir à cette nouvelle Afrique. Une participation décisive du Mali à cette 27e édition du FESPACO qui tient compte de la dimension AES. Ouagadougou, Tchemoro Konaté et Mfali Sidibé pour l'ORTM.
13h13, nous sommes toujours dans cette édition. Pour la deuxième fois, à Bamako, les marques maliennes ont été plus proches des consommateurs pendant une semaine. Une initiative du Centre malien de promotion et de la propriété industrielle sous l'égide du ministère de l'Industrie et du Commerce. La semaine des marques est une manifestation économique dont l'objectif est de célébrer et de donner une meilleure visibilité aux marques nationales afin de promouvoir l'utilisation de la propriété industrielle par les entreprises maliennes. Cette édition a mis en compétition également certaines marques protégées et exploitées au Mali, compétition qui a d'ailleurs pris fin hier. Et pour en parler, nous recevons avec beaucoup de plaisir Bokoum Fatmata Siragata Traoré, la directrice du Centre malien de promotion de la propriété industrielle. Bonjour Madame la directrice. Bonjour Monsieur Aïdara. Alors, une semaine pour faire connaître aux consommateurs les marques maliennes, c'est pour atteindre quel objectif? Alors, vous l'avez dit, Monsieur Aïdara, l'objectif c'était vraiment de célébrer les marques locales et célébrer aussi leur résilience dans un contexte économique qui n'est pas forcément facile, et aussi donner de la visibilité aux marques locales, leur permettre d'aller à la rencontre des consommateurs et aussi de les sensibiliser sur l'importance de la marque dans le développement des entreprises locales. C'est une deuxième édition, mais vous partez de quel constat? Est-ce à dire que c'est pour lutter contre la contrefaçon ou c'est pour amener les marques à plus de protection? Alors, vous l'avez bien vu, hein, c'est une semaine qui a été très riche en activités diverses et toutes ces activités ont un objectif bien précis. Nous avons organisé une grande caravane de promotion des marques locales dans la ville de Bamako. Nous avons organisé des masterclass, des panels pour justement outiller les entreprises, les PME à comprendre l'enjeu, l'importance de la marque dans leur expansion, dans la conquête des marchés et surtout dans le rapprochement des marques avec les consommateurs maliens. Donc c'était un ensemble d'activités, y compris la compétition qui a été lancée pour justement mettre en exergue l'excellence des marques locales. Parce qu'il faut aussi cette compétition pour encourager les entreprises à pouvoir travailler davantage sur leurs marques et à pouvoir se distinguer sur les marchés et garantir pour elles-mêmes plus de marchés et plus de revenus. Aujourd'hui, il y a combien de marques répertoriées à votre niveau? Alors, nous avons des milliers de marques qui opèrent sur le territoire national, mais c'est dire que toutes ces marques ne sont justement pas protégées. Et lorsqu'une marque n'est pas protégée, c'est énormément de risques pour une entreprise parce que cela peut compromettre les investissements, ça peut compromettre les emplois créés, les revenus créés. Si un jour cette marque se retrouve confrontée à des problèmes de contrefaçon ou de concurrence déloyale, parce qu'elle n'a pas justement anticipé en allant vers la protection de sa marque en ayant un droit exclusif. Et aujourd'hui, comment une marque peut être protégée? C'est très simple. Je pense que le CEMAPI est un service public de l'État qui est là justement à la disposition de tous les usagers maliens, quel que soit leur secteur d'activité économique, que ce soit les acteurs de la recherche aussi qui font de l'innovation, tous les acteurs économiques, les industriels, les commerçants, les entreprises de services, toute entreprise qui mène une activité économique sur le territoire national doit passer par le CEMAPI pour justement acquérir un droit de propriété industrielle, notamment la marque, notamment le nom commercial, le brevet d'invention, le dessin et modèle industriel et toute une panoplie de droits de propriété industrielle. Et pour revenir à la semaine des marques, on a vu la cérémonie d'ouverture était présidée par le chef du gouvernement. Quelle a été la suite? Vous parlez de caravane. Alors, permettez-moi, M. Aïdara, à ce stade-là, de remercier vraiment les plus hautes autorités de ce pays. Au premier rang, le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, le premier ministre chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, et particulièrement le ministre de l'Industrie et du Commerce. Les autorités ont répondu présent à cette manifestation économique. Ils ont montré leur engagement aux côtés du secteur privé malien qui avait fort besoin de ce signal aujourd'hui. Et réellement, ce fut une grande satisfaction pour les entreprises locales. Et je remercierai singulièrement le ministre de l'Industrie et du Commerce, M. Moussa Alassane Diallo, en tant que porteur également de cette activité, qui est resté présent durant toute la semaine, qui a véritablement montré son soutien à l'ensemble de la commission d'organisation et cela a été un véritable facteur de succès. Il a lui-même lancé le top départ de la grande caravane qui a mobilisé les entreprises, les marques dans toute la ville de Bamako. Ok, et c'est ce que je demandais, cette caravane avait quoi comme cachet particulier? Alors le cachet particulier, c'est que c'est une première au Mali.
vous verrez généralement les marques qui font des caravanes de façon singulière. Mais là, vous aviez toutes les marques, les sponsors qui ont participé. C'est le lieu de remercier tous nos sponsors officiels également, la Chambre de commerce, la BNDA, DPA, et plus d'une trentaine d'autres sponsors qui ont contribué vraiment à la réussite de cette activité, qui ont répondu tous présents. La caravane, c'était véritablement un cortège des marques locales qui ont fait vibrer vraiment la capitale de Bamako, qui ont été sur les deux rives, et c'était vraiment avec beaucoup d'enthousiasme qui sont allés à la rencontre des consommateurs. Et je pense que vous en avez tous eu écho, que Bamako, en tout cas la capitale, a vibré au rythme des marques locales durant ces 2 jours de caravane. La population était réceptive? La population était très réceptive parce que c'était l'objectif recherché. Okay. Voilà. Et en termes de compétition, si mes calculs sont bons, il y avait 8 catégories. Et quelles sont les catégories déjà? Alors, il y avait 8 catégories. Il y avait la marque préférée du public qui a été remportée par Jago à travers un vote du public suivant 2 mécanismes, un vote par SMS ou un vote sur les plateformes de réseaux sociaux. Ensuite, il y avait la meilleure marque de jeune entrepreneur qui était le prix du président de la transition, chef de l'État. La meilleure marque féminine qui était le prix du Premier ministre, chef du gouvernement, qui est revenu, la marque de jeune entrepreneur à ISO. La marque féminine à l'entreprise Face au Kaba, la marque écologique qui était le prix du ministre de l'Industrie et du Commerce qui est revenu à la jeune entreprise Soutoura qui travaille dans le domaine de l'hygiène intime. Et vous avez également la marque artisanale qui revient à Balimaya Couture, qui est une entreprise dans la conception, dans la couture. Vous avez la meilleure marque de produits qui revient à Vitablé, la meilleure marque de service qui revient à la BNDA, la Banque nationale de développement agricole, et enfin la meilleure marque à l'international, c'est-à-dire la marque malienne qui se vend mieux au-delà de nos frontières, qui est revenue à la marque Ashura. Voilà, je pense avoir fait le tour. Et quels étaient les critères? Alors les critères, il y a un jury qui a été mis en place et qui, de façon souveraine, a fait son choix de manière transparente et objective sur la base vraiment de critères qui étaient définis, à savoir notamment est-ce que l'entreprise avait une marque protégée, est-ce qu'elle faisait une bonne utilisation de sa marque et son portefeuille, vraiment une panoplie de critères qui ont permis de sélectionner d'abord les nominés et ensuite d'aller sur le terrain, visiter ces entreprises pour se rendre compte effectivement de la réalité, ce qui a permis au jury de départager ces nominés et de proclamer justement le lauréat de chaque catégorie lors de la cérémonie de clôture. Si je comprends bien, c'est un travail qui a été fait en amont? Oui, parce qu'il fallait, pour la commission d'organisation, réceptionner les candidatures de toutes les marques justement candidates et permettre au jury de les évaluer et de sélectionner des marques nominées et qui ont été justement proclamées lors de la cérémonie d'ouverture. Ils ont été lauréats. Quelle est la suite maintenant? Est-ce que ça veut dire que ces marques auront un accompagnement venant du CEMAPI ou qu'est-ce qui... Alors, vous savez, être lauréat, c'est quand même un titre, c'est une distinction et il appartient aujourd'hui déjà à ces entreprises de savoir que c'est désormais un fardeau qui est là parce que ça veut dire que elles ont été distinguées. Ça veut dire qu'elles sont des marques, ce sont des modèles aujourd'hui pour notre économie. Donc elles doivent non seulement maintenir cette dynamique-là et servir d'exemple et améliorer également leur portefeuille en matière de marque. Donc nous serons là aux côtés de ces entreprises et de toutes les entreprises d'ailleurs qui ont participé à la semaine des marques pour les accompagner parce que c'est notre mission. Nous sommes investis de cette mission d'accompagner des entreprises justement dans l'acquisition ou dans la protection de leurs marques. Merci beaucoup. Merci Madame la directrice du CEMAPI. Je rappelle qu'on était avec Bokoum Fatoumata Siragata Traoré, la directrice du Centre malien de promotion de la propriété industrielle. Je vous informe que vous êtes sur la très belle marque pour vous informer au RTM et c'est la suite de ce journal.
En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi, à la recherche d'une riposte contre le M23, reste sur sa position de ne pas dialoguer avec les rebelles. Pour en parler, je reçois Lassine Keita à mes côtés. Bonjour Lassine. Bonjour Moussa Papa Aïdara. Les rebelles se sont emparés de plusieurs villes et localités dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu. Malgré tout, le président dit ne pas négocier avec eux. Il affirme avoir dit aux évêques catholiques et protestants qui tentent d'assurer une médiation dans la crise qu'il n'y aurait pas de dialogue avec le M23 qu'il qualifie de pantin. Ce serait nous humilier, être à la même table que le M23, a-t-il déclaré. Malgré ces déclarations de non-négociation, le président congolais Félix Tshisekedi a annoncé des réformes au sein des forces armées congolaises. Autre action en vue cette fois-ci, côté politique, le président envisage la formation d'un gouvernement d'union nationale car selon lui, il a été défié par sa majorité avec un manque de réactivité politique face aux défis sécuritaires. C'est un président qui compte opérer des changements dans la direction de l'union sacrée pour sauver la RDC. Moussa Papa Aïdara. Merci beaucoup, Lassine Keita. Autre actualité, élection législative en Allemagne. Aujourd'hui, plus de 59 millions d'électeurs allemands votent pour élire leurs députés après une campagne marquée par des tensions. Les bureaux de vote sont ouverts depuis de 8h à 18h. Bonjour Mohamed Sangaré. Et bonjour Moussa Papa Aïdara. Vous suivez cette actualité pour nous. Alors, quels sont les enjeux de ce scrutin ? Tout d'abord, la campagne électorale s'est déroulée dans un climat de tension marqué avec des affrontements entre les partis politiques sur des enjeux cruciaux tels que l'immigration, le changement climatique et les disparités économiques et régionales. La montée des mouvements populistes tant à droite qu'à gauche a accentué les divisions sociales, rendant le consensus plus difficile à atteindre. Un enjeu majeur est la désaffection d'une partie de l'électorat. 30% des électeurs se déclarent indécis, ce qui rend la mobilisation essentielle. Ces indécis pourraient être influencés par des thèmes clés comme la sécurité, la santé économique post-Covid-19 et l'évolution des prix de l'énergie, leur choix déterminant en grande partie le futur paysage politique. Les préoccupations économiques et sociales sont également au cœur des attentes des électeurs qui cherchent des réponses sur la gestion des ressources publiques et les promesses de soutien social. La coalition gouvernementale sortante doit prouver l'efficacité de ses politiques et sa capacité à maintenir la stabilité dans un contexte mondial incertain. Enfin, le résultat de cette élection pourrait avoir des répercussions au niveau européen. En tant que puissance économique de l'Union européenne, l'Allemagne joue un rôle clé dans les dynamiques politiques et économiques européennes et ces nouvelles orientations pourraient influencer des questions essentielles comme la politique migratoire, la défense commune et la transition énergétique. Moussa Papa Aïdara. Merci Mohamed Sangaré à l'instant sur le dossier allemand. Je me tourne à présent vers vous, Ousmane Dao. Bonjour. Bonjour Moussa Papa Aïdara. Alors voyons à présent le reste de l'actualité avec vous. D'abord en Ouganda, l'opposant Kizza Besigye a suspendu sa grève de la faim. Après plus d'une semaine de grève de la faim, l'opposant Besigye recommence à s'alimenter. L'annonce a été faite par son épouse. Sa grève avait été déclenchée après le refus des autorités de transférer son procès vers un tribunal civil, et ce malgré une décision de la Cour suprême rendue fin janvier. Mais grâce à une mobilisation de sa libération portée par l'opposant Bobby Wine, Kizza Besigye a finalement comparu devant un tribunal civil. C'était le vendredi dernier, mais il a été inculpé pour haute trahison. Au Moyen-Orient, le leader palestinien Marwan Barghouti pourrait sortir de prison. Oui, Marwan Barghouti est un emblématique prisonnier palestinien, figure sur la liste des personnes qui doivent être libérées dans les tout prochains jours sur l'accord du cessez-le-feu de la bande de Gaza. La libération de celui qui est surnommé le Mandela palestinien pourrait être effective dans les prochaines heures. Emprisonné depuis 20 ans en Israël depuis l'attaque du 7 octobre 2023, son nom est de plus en plus souvent prononcé en Palestine comme à l'étranger pour reprendre le flambeau de potentielles négociations de paix, voire devenir le prochain président d'un État palestinien en gestation. Toujours dans la région au Liban, funérailles ce dimanche de l'ex-chef du Hezbollah. Des dizaines de milliers de personnes ont pris part ce dimanche aux funérailles d'Hassan Nasrallah, l'ancien chef du Hezbollah assassiné fin septembre dernier par l'armée israélienne
qui était enterré à titre temporaire dans un lieu tenu secret par le Hezbollah. La cérémonie avait été retardée en raison de 2 mois de guerre qui ont suivi sa mort. D'ailleurs, ce matin, des tirs israéliens ont encore été signalés près de là où Hassan Nasrallah devait être enterré. Aux États-Unis, le chef d'état-major de l'armée remercié par le président Donald Trump. C'est par un message posté sur son réseau social Truth Social que le président Donald Trump, de retour à la Maison-Blanche depuis un mois, a mis fin aux fonctions de Charles Brown, moins d'1 an et demi après sa nomination à ce poste clé par Joe Biden en octobre 2023. On pouvait lire, je cite, « J'aimerais remercier le général Charles Brown pour ses plus de 40 ans de service en le qualifiant de dirigeant hors pair ». Fin de citation. Moussa Papa Aidara, à la fin de son premier mandat, Donald Trump avait nommé Charles Brown à la tête de l'armée de l'air des États-Unis en faisant de lui le premier Afro-Américain à accéder à cette responsabilité. Enfin, au Vatican, démenti autour de la rénonciation du pape François, toujours hospitalisé dans un état critique. Le dernier bulletin de santé du pape François, publié hier soir par le Vatican, révèle une dégradation des conditions de l'état du pape qui est hospitalisé depuis le 14 février. Des nouvelles peu rassurantes alors que circulaient déjà des fausses informations, vous venez de le dire, sur le fait que le souverain pontife renonce à sa charge. Le pape François, âgé de 88 ans, est dans un état critique et son pronostic est actuellement réservé, révèle le Saint-Siège, tout en soulignant qu'il n'a pas encore renoncé. Merci beaucoup Ousmane Dao pour toute cette actualité sur la scène internationale. On en vient à présent au sport. La phase zonale des championnats nationaux cadets d'athlétisme en filles et garçons a pris fin hier samedi. Les gagnants dans les courses et dans les concours se donnent rendez-vous ici à Bamako le 8 mars pour la phase nationale. En basketball, la 4e du championnat national de première division a rendu son verdict. Et sur le continent, le Mali a empoché son ticket pour la phase finale de l'Afro-Basket masculin Angola 2025. Le point de l'actualité sportive avec Famrou Djourté. Le Mali sera bel et bien présent à la phase finale de l'Afro-Basket masculin 2025. Les aigles basketteurs du Mali ont fait le travail en surprenant le Soudan du Sud 75-72 avant leur dernier match ce dimanche contre le Maroc, pays hôte de la 3e fenêtre des éliminatoires. En novembre dernier, le Mali a perdu 85-60 contre le Soudan du Sud au premier tour du groupe A à Dakar. Mais ce fut une autre histoire ce samedi soir. Déjà qualifié, le Soudan du Sud a entamé le match avec l'intention de maintenir son statut de l'une des meilleures équipes du continent. Mais affronter une équipe malienne s'est avéré être un véritable défi. Alors que le Soudan du Sud est maintenant à 3-2 dans le tournoi de qualification, le Mali a amélioré sa fiche à 2-3. Cette victoire du Mali signifie que les 3 premières places du groupe A sont désormais décidées, tandis que le Maroc 4e est éliminé de l'Afro-Basket. Par rapport au contenu de la rencontre, le Soudan du Sud menait de 6 points à la pause, 48-42. Mais dans un retournement de situation, le Mali a dominé le Soudan du Sud 27-15 en 3e période pour jeter le doute sur l'issue du match. La pression semblait monter et même si le Soudan du Sud faisait tourner son banc, l'agressivité du Mali s'est avérée être un facteur clé. Le double MVP de l'Afro-Basket U18, Sylvain Kanouté, a donné du fil à retordre au Sud-Soudanais grâce à son jeu rapide et à son attaque intrépide, terminant avec 15 points, 10 passes décisives et des interceptions. Parlant des chiffres, c'était un match plutôt équilibré, mais les 22 balles perdues par les Soudanais, forcés en grande partie par le physique des Maliens, ont été un facteur majeur dans leur deuxième défaite dans ces éliminatoires. Et cette défaite du Soudan du Sud signifie qu'il terminera 2e du groupe A, quel que soit le résultat contre la République démocratique du Congo ce dimanche. Le Mali, quant à lui, est assuré de terminer à la 3e place. Sur le plan local, la 4e journée du championnat national de basketball a pris fin hier samedi avec 4 rencontres. Sur le tableau masculin, le centre de référence de basketball de Tombouctou, CRBT, a dominé Fasso Kanou 68-60. Atar Club de Kidal a pris le meilleur sur le centre Mamoudou Kane CMK 60-57. En ouverture vendredi, l'AS Real a battu l'USFAS 75-56 et le stade malien de Bamako s'est incliné devant l'AS Police 56-64. En série dames, vendredi, l'AS Real a perdu contre l'USFAS 59-72. Le stade malien de Bamako s'est imposé face à l'AS Police 57-53. Hier samedi, toujours sur le tableau féminin, le Djoliba AC a cartonné Calaban Sport Club KSC 70-46. Le match des mal classés entre le centre de référence de basketball de Tombouctou, CRBT et l'AS Commune 5 a tourné à l'avantage des communards 62-76. Amadoun Dorenche, coach des dames de l'AS Commune 5 de Bamako. Cette équipe, on se connaissait depuis à l'Interligue. On a eu à les battre là-bas, donc on se connaît un peu. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point aussi, depuis le début du championnat, on n'a pas pu rentrer dans le jeu. Mais cet après-midi, vraiment, on a montré le meilleur de nous-mêmes. En athlétisme, les championnats nationaux cadets, filles et garçons de la zone de Bamako rassemblent
rassemblant les athlètes de Bamako, Bougouni, Djoïla et Kati se sont déroulées ce samedi au stade du 26 mars. 8 épreuves étaient concernées. Les compétitions se sont ouvertes avec les courses de vitesse où les cadets ont montré leur rapidité sur le 100 mètres, 200 mètres et 400 mètres. Les épreuves de demi-fond et de fond, incluant le 800 mètres et le 1500 mètres, ont également captivé l'attention du public. Les relais ont également eu leur moment avec le relais combiné. Les concours de lance de poids et de saut en longueur ont complété ce riche programme. Adama Kone, chef de compétition de la Fédération malienne d'athlétisme. Au niveau des régions, ça bouge. Malheureusement, on n'a pas de Nianan, donc on ne sait pas pourquoi. Ils n'ont pas répondu à la lettre. Sinon, les autres ont répondu et puis ils ont fait de belles performances. À l'issue des phases zonales, les 16 meilleurs temps des courses et les 10 meilleures performances des concours de lancer de poids et de saut en longueur seront retenus pour prendre part à la phase finale des championnats nationaux cadets d'athlétisme prévus à Bamako le 8 mars prochain. Oumar Faye, vice-président de la Fédération malienne d'athlétisme. Est appelé corps étranger dans l'appareil digestif tout objet avalé volontairement ou... Focus santé. Volontairement ou accidentellement, certaines personnes avalent des objets comme la pièce de monnaie, la noix de cola ou l'arête de poisson. Il s'agit là d'un corps étranger dans le tube digestif, ce qui constitue des urgences à gérer. Voyons cela avec Koumba Sissé. Est appelé corps étranger dans l'appareil digestif tout objet avalé volontairement ou accidentellement. Malheureusement, au point G, Dr Ganda Soumaré et son staff reçoivent fréquemment des personnes qui se présentent à eux avec des corps étrangers qui leur empêchent très souvent de manger, comme le cas de Bouakar Angoiba. En mangeant, j'ai avalé une arête de poisson. Du coup, j'ai arrêté de manger et j'ai été chez les bozos. Avec leurs médicaments, elle est descendue un peu. Pendant 4 jours, je ne prenais que des aliments liquides. Le 4e jour, je suis venu au point G. Les médecins l'ont enlevé et je suis maintenant à l'aise. Dans la prise en charge de ce genre de situations, l'imagerie est très importante pour localiser l'objet en question afin de prendre des dispositions nécessaires pour extraire le corps étranger. Ganda Soumaré, gastrologue au point G. L'injection de corps étranger peut être grave, comme simple. Si le médecin localise à travers des examens complémentaires, notamment et les radiographies et l'endoscopie, si l'objet ingéré se situe à un endroit où il peut retirer facilement à l'aide d'une pince, donc le gastro-entérologue, l'endoscopiste passe pour aller avec son appareil, l'endoscope, pour aller retirer avec le matériel qu'on appelle le matériel d'extraction de corps étranger, simplement. Mais dans certains cas, le corps étranger peut être profondément enfoncé. Et là, il faut vraiment, le médecin va avoir recours à d'autres techniques. Contrairement à notre premier patient, M. Adama, nous avons voulu le surnommer ainsi, voulait se suicider à cause d'un litige familial en buvant un produit toxique. Heureusement, les médecins ont pu le sauver, mais le produit en question a sérieusement joué sur sa santé. Adama, patient. J'ai bu de l'acide, juste après l'acte. J'ai senti des douleurs au niveau de mon ventre. De sa consommation à nos jours, je ne fais que dépérir. Actuellement, je ne peux rien retenir. Je refoule tout ce que je bois et mange. Ganda Soumaré, gastrologue au point G. Pour gérer ces cas de tentative de suicide, ça c'est déjà une urgence qu'on appelle médico-chirurgicale. Parce que déjà, les gens qui font ça dans un but de suicide, il y a déjà un contexte. Donc, il y a une fragilité psychologique. Donc, la prise en charge doit aussi être multidisciplinaire. C'est des patients qui doivent être admis et rapidement en réanimation pour les réhydrater. Et on commence par faire une radiographie, notamment le scanner, pour voir l'étendue des lésions, pour voir s'il n'y a pas déjà des perforations. Chez lui, la muqueuse de l'œsophage a été relativement protégée, mais l'estomac a été complètement brûlé, à telle sorte que ça a entraîné ce qu'on appelle une sténose.
C'est-à-dire que ça a fermé complètement le passage de l'estomac et l'intestin. Donc c'est un patient qui doit être pris en charge par les chirurgiens. Une fois que le corps étranger est avalé, il y a des conduites à tenir pour éviter les complications. Ganda Soumaré, gastrologue au Point G. Donc ces corps étrangers, lorsqu'ils sont avalés, il ne faut pas faire vomir les patients et les patients ne doivent pas avaler. Donc il faut rapidement amener le patient à l'hôpital. La conduite à tenir, c'est pour éviter des complications. Parce qu'il y a des objets qui peuvent perforer l'œsophage pour aller dans les voies respiratoires. Et là, c'est grave. Et au niveau de l'estomac aussi, il y a des objets qui peuvent traverser l'œsophage et aller au niveau de l'estomac, perforer l'estomac. Et tout ça, ça peut entraîner des urgences chirurgicales. Les enfants aussi ne sont pas épargnés. Il leur arrive souvent d'avaler des boucles d'oreilles, des boules, des pièces de monnaie ou de boire des produits toxiques. Dans tous les cas, les victimes, qu'elles soient adultes ou enfants, doivent être transférées immédiatement dans des structures de santé pour une prise en charge rapide. 13h40. Moussa Papa Aïdara a pris un grand plaisir à vous présenter ce journal, mise en onde bien assurée par Bintou Traoré, mise en ligne à Madisso, réalisation, coordination Ousmane Dao. Merci à tous pour votre attention. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous et des autres. Et n'oubliez surtout pas, gardez le sourire, quoi qu'il arrive. Et à très bientôt sur le RTM.